ça ne devrait pas tarder. Cette rencontre est importante parce que nous avons eu un renouvellement des maires, en particulier des communes rurales, qui ont besoin de cette information. Comme on dit en PNL, il est important de rapprocher le monde des élus du monde de la CAF parce que c'est tellement complexe. Nous sommes envahis d'informations et le but de cette réunion est de clarifier justement les compétences de chacun et de montrer ce que font chacun de leur côté. Vous m'excuserez, mais moi j'ai un conseil d'école à 18h qui va parler d'investissements importants pour l'école de Révenac, donc je serai obligé de vous quitter. Mais Mbar me fera le rapport demain. Voilà. Bonne réunion à tous. Merci beaucoup, Monsieur le maire, Monsieur le Président, d'abord de l'organisation de cette rencontre qui nous semble assez pertinente, puisque vous l'avez évoqué, il y a depuis peu quelques nouveaux élus qui sont, j'allais dire, dans le paysage local maintenant et qui doivent prendre leur marque. Et évidemment, la CAF est un partenaire plutôt privilégié des communes, des communautés de communes, et qu'il est toujours bon de bien se présenter et afin de mieux se connaître et de voir un peu tout ce qu'une CAF comme la nôtre peut apporter sur les territoires et au service des familles, des publics qui le font vivre. Donc, voilà, merci beaucoup pour ce moment un peu particulier, privilégié. Je sais que c'est un peu une première, mais il y en aura sûrement d'autres qui suivront. Et c'est tant mieux. On sera bien évidemment au rendez-vous à chaque fois. Vous voulez que je commence ou que j'introduise un peu cette présentation? Après, Monsieur Rotetta, Monsieur Escudier et Joël prendront le relais. Vous m'entendez? Oui, oui. Ah oui, d'accord, j'ai eu un gros moment de solitude. Non, nous sommes extrêmement disciplinés, on avait coupé les micros. Non, on est avec vous. J'ai vu le maire de Mirepex qui était très... il réagit même pas. Voilà, je parle de Mirepex, il réagit même pas. Monsieur le maire de Baudrex, ils sont très concentrés. Bonsoir. Parfait. Bon, écoutez, je vais donc continuer à vous présenter notamment les interlocuteurs du soir, mais vous vous doutez bien qu'il y en a plein d'autres au sein de la caisse d'allocation familiale. Donc là, vous avez une partie de la Dream Team. Donc Pascal Leblond, moi-même, donc président du conseil d'administration, Monsieur Rotetta, qui est le directeur de la CAF, qui prendra le relais, Monsieur Escudier, directeur adjoint, donc en charge de l'action sociale, et Joël Sansbero, qui est donc responsable adjoint à l'action sociale et à l'accompagnement des territoires. Donc c'est aussi l'un de vos interlocuteurs, j'allais dire techniques, de terrain. Par contre, il faut arriver à suivre. Voilà. Donc quelques jolies photos assez représentatives du territoire. Et bien évidemment, la CAF est là au quotidien auprès des familles, auprès des territoires. C'est bête, je maîtrise pas j'essaye de faire avancer la diapo, mais en vain. C'est pas moi qui ai la maîtrise. Donc quelques informations, quelques données quand même chiffrées sur la CAF des Pyrénées-Atlantiques. C'est environ 139 000 allocataires. Alors ça varie tous les jours bien évidemment, mais 139 000 allocataires, un locataire, en gros c'est une famille quand même. Donc ça représente quand même beaucoup de personnes, je crois 400 000 personnes de concernées. C'est environ 800 millions d'euros de prestations, dont 750 millions d'euros rien que les prestations légales, prestations sociales, prestations familiales, et 50 millions d'euros au titre de l'action sociale. Pour faire court, en gros, c'est comme si on versait presque plus de 2 millions d'euros tous les jours sur les territoires des Pyrénées-Atlantiques, ce qui est quand même pas une petite somme. Et puis, bon, voilà, on a environ 446 euros, c'est le montant moyen donc des prestations par allocataire. Donc, alors, nos domaines d'intervention, on en a plusieurs, parce qu'on nous connaît beaucoup en tant que
qu'organismes qui versent des prestations le 5 du mois auprès des allocataires, mais ça va bien évidemment bien au-delà de tout ça. Nous avons dans nos domaines d'intervention tout ce qui est animation de la vie sociale, alors notamment le développement, la pérennisation des espaces de vie sociale et des centres sociaux. Nous travaillons aussi autour de la concertation et de la participation des habitants à la vie sociale, au soutien, aux solidarités, aussi bien dans les quartiers que dans le milieu rural. On n'oublie pas le milieu rural, bien évidemment. C'est un peu notre bébé, nous, c'est la petite enfance, sans mauvais jeu de mots, mais la CAF est très présente sur ce domaine-là, avec notamment le développement des places d'accueil, la rénovation des équipements, bien évidemment, l'adaptation aussi des besoins aux besoins des parents, parce que les besoins des parents et des enfants évoluent constamment, donc à nous de pouvoir y répondre au travers d'horaires atypiques, au travers de l'insertion professionnelle, aussi sur l'accueil des enfants en situation de handicap, etc., etc. Donc on s'adapte à toutes ces situations. Et puis on a aussi beaucoup de réflexions et on a le souci en fait de la qualité de l'accueil qui est tout aussi important que la quantité. Donc on y travaille bien évidemment avec d'autres partenaires tels que le département. Il y a aussi tout ce qui est accompagnement de la parentalité. On l'oublie un peu, mais être parent, c'est pas si évident que ça. Donc on contribue par l'intermédiaire de conférences, de groupes de parole, de lieux d'accueil enfants-parents qui permettent là aussi aux parents de se rencontrer entre pairs, d'activités partagées enfants-parents. On a aussi beaucoup d'interventions auprès de l'aide à domicile et l'accompagnement à la scolarité au travers des contrats locaux qui se développent de plus en plus. On va en parler un petit peu plus en détail après, mais il y a tout le volet enfance-jeunesse, évidemment, avec les accueils de loisirs, le soutien à la scolarité, les départs en vacances, les actions de prévention éducative, et aussi, depuis de très nombreuses années, en partenariat avec d'autres partenaires tels que le département, la MSA, etc., l'accompagnement aux projets jeunes. Et enfin, deux autres grands thèmes tout de même, c'est le logement et l'amélioration du cadre de vie. Ça, on le retrouve, c'est quelque chose d'assez transversal, hein, sur des actions d'autoréhabilitation, par exemple, sur l'amélioration de l'habitat, sur la prévention des expulsions à travers par exemple, ou la lutte contre la non-décence des logements. Ça aussi, c'est assez important et on y travaille beaucoup, notamment avec l'État et les agglos. Et puis, bien évidemment, c'est l'accès aux droits, aux services et à l'inclusion numérique. Donc là, c'est pareil, on a des partenariats d'accueil CAF, on développe des services de proximité itinérants, on est aussi assez présent dans les maisons France Service, on travaille beaucoup sur les ateliers numériques qui là aussi prennent de l'ampleur pour répondre à des nouveaux besoins. L'accompagnement aussi pour tout ce qui est démarche, et tout ça via souvent le travail social qui permet d'encadrer et d'accompagner tous ces dispositifs. Donc voilà nos divers domaines d'intervention. Alors c'est pas exhaustif, hein, il y en a encore bien évidemment, mais vous avez les grandes thématiques qui nous concernent, et vous voyez qu'on va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Alors, ensuite, on a donc nos missions, hein, on a les domaines d'intervention, mais on a aussi les missions. On a des missions on a un rôle en fait d'investisseur social, hein, on accompagne bien les familles dans les moments les plus compliqués de leur vie, lorsqu'elles éprouvent des difficultés. Donc, on est là, bien évidemment, dès le premier âge de la vie, et des fois même avant que l'enfant soit né, jusqu'à la fin pour beaucoup. On a aussi un rôle de régulateur. Le principe pour nous, et on y tient beaucoup et on y est assez vigilant, c'est de développer une offre de services, certes, mais qui répondent aux besoins du territoire et de sa population, tout en
vérifiant et en s'assurant qu'il y ait bien une corrélation entre l'offre et la demande, et on veille particulièrement à ce que justement on ne déséquilibre pas des territoires en apportant des services qui existent déjà. Par exemple, je pense notamment à la petite enfance, mais il y a d'autres thématiques qui sont concernées. Et puis ensuite, on a un rôle évidemment d'opérateur, hein, c'est l'accès aux droits et aux services. Donc, on est bien évidemment, on veille à verser le juste droit, et uniquement le juste droit, et au bon moment. Et donc, on a bien évidemment, au regard de tout ça, une politique de contrôle et de lutte contre la fraude qui est plutôt performante dans le département. Donc, l'implantation territoriale, bon, vous le voyez sur la carte, mais c'est peut-être petit pour vous, mais plutôt bien réparti sur le territoire, hein. Vous avez donc les deux sièges administratifs et siège social à Biarritz et Pau. On n'a pas encore la carte. Pardon? Nous n'avons pas encore la carte. Ah, il y a un petit temps de rédaction, mais ça va venir. Vous ne voyez pas la carte? Qu'est-ce que vous voyez là en fait du coup? Les missions des caisses d'allocation familiale. C'est l'essentiel. Non, ben écoutez, ça va venir. Bon, bref, en tout cas, vous l'aurez sur le PowerPoint. Voilà, l'émission, ça c'est bon. L'implantation, vous la voyez là, non? Non? Oui, ça y est. Oui, oui. Très bien. Parfait. Juste, voilà, vous verrez sur la carte, en fait, nous avons des permanences plutôt bien réparties sur l'ensemble du territoire. Je disais, nos sites, bien évidemment, les sièges administratifs et le siège social. Et puis, notre présence sur les maisons France, les espaces maisons France Service qui sont répartis sur le territoire. Et puis, évidemment, à chaque fois qu'on a une possibilité, on essaie de s'adapter aux besoins aussi. Il est toujours bon de rappeler que la CAF, comme tous les organismes de sécurité sociale, est gouvernée par un conseil d'administration, hein, et de rappeler aussi que la CAF, c'est la branche famille, hein, de la sécurité sociale. Alors je sais qu'on a tendance tous à faire un raccourci en disant que je vais à la Sécu, mais la Sécu, c'est les 4 branches, hein, je rappelle. Vous avez la branche maladie, donc c'est la CEPAM, la CAF pour la branche famille, l'URSSAF pour le branche recouvrement et la CARSAT pour la branche vieillesse. Donc voilà, c'est ces quatre branches qui forment la sécurité sociale, et c'est toujours bon de se le rappeler. Et vous avez donc pour chacune d'elles des conseils d'administration avec des représentants d'assurés sociaux, des représentants d'employeurs, des travailleurs indépendants. Vous avez aussi des représentants d'associations familiales et des personnes qualifiées qui sont désignées par le préfet de région. Et tout ça donc reflète un peu la diversité à la fois de la société, mais aussi des points de vue, et ça nous permet d'avoir des débats plutôt riches. Et donc, le rôle du conseil d'administration, c'est bien évidemment en premier, hein, de délibérer sur les budgets et les orientations de la CAF, hein, notamment en matière d'action sociale. Et puis, vous avez des membres du conseil d'administration qui sont présents sur le terrain, notamment auprès de structures que l'on accompagne, pour les plus grosses, mais on est aussi composé de plusieurs commissions, notamment la commission d'action sociale, des marchés, une commission de recours amiable. Il y a aussi une commission des aides individuelles pour accompagner les familles dans leurs demandes particulières. Donc, on est organisé comme ça dans le département. Voilà, j'ai l'impression d'oublier un truc, mais ça va me revenir. Et puis, bon, vous allez avoir notre illustre représentant des directeurs des CAF, qui est M. Rotetta pour la CAF des Pyrénées-Atlantiques, qui, lui, représente l'exécutif des caisses et qui est en charge de mettre en œuvre, justement, dans chaque département, un CPOG, donc c'est le contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion, qui est, lui, signé avec la Caisse nationale des allocations familiales. Et puis, donc, il organise le travail des services, il gère bien évidemment le personnel, et il ordonnance les recettes, les dépenses de l'organisme, donc chacun dans son rôle. Et la CPOG me fait rappeler ce que je voulais vous dire, c'est qu'on n'agit pas tout à fait comme on veut non plus. Il y a des règles nationales qui s'imposent à nous, qui nous posent un cadre. C'est une convention d'objectifs et de gestion qui est signée entre la Caisse nationale et l'État et les organismes de tutelle. Et puis derrière, charge à nous localement de les décliner au travers de cette CPOG, c'est le contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion.
Et c'est là où on effectue ensemble tout ce travail de lien entre le territoire et les volontés, les orientations nationales. Donc voilà un peu ce qu'est la gouvernance d'une caisse d'allocation familiale ou d'un organisme de sécurité sociale pour voir plus large. Et enfin, avant de passer la main à monsieur, je pense que c'est monsieur Rotetta qui prendra la suite, et bien juste vous rappeler qu'on est plutôt présent sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram, et on est plutôt bien suivi. Et même si je sais que des fois on peut y reprocher des choses aux réseaux sociaux, mais au moins on informe. Et on a nos pages locales sur le caf.fr avec toute l'actu qui nous concerne, enfin qui vous concerne. Et puis à venir, on est en pleine réflexion sur la création d'une newsletter partenariale qui devrait pas tarder à arriver dans vos petites boîtes aux mails. Voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon, mais très rapide, parce que l'essentiel aussi, c'est de parler des sujets qui vous concernent aussi directement sur vos territoires, la petite enfance et la jeunesse. Et là, je laisse le micro à... C'est Monsieur Rotetta, c'est ça? Tout à fait. Merci Monsieur Leblond. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir que je suis présent ce soir, car notre partenariat nous est précieux, à nous CAF. En effet, la CAF est souvent vécue comme une machine administrative, parfois voilà, un mastodonte. Ce soir, c'est en particulier pour les élus récents, c'est de partager un message pour dire que tout l'Atlantique avec le conseil d'administration, c'est d'être à vos côtés, d'être dans la co-construction des solutions qui répondent aux des attentes en effet, nos objectifs sont communs, et c'est pour ça que nous sommes convaincus que nous avons tout intérêt à Monsieur Rotetta, ça coupe par notre moment. partenariat, au-delà de l'accompagnement. Comment? Je disais, ça coupe par moment. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais Oui. en fait, on a un mot sur deux. On a des coupures de son. Je pense que une dame n'a pas fermé son micro. Je ne sais pas si c'est elle qui coupe la conversation. Donc, juste s'assurer que tous les micros sont coupés. Est-ce que c'est mieux comme ça? Pour le moment, on va dire oui. Oui, c'est bon. Et si vous pouvez couper vos vidéos aussi les uns et les autres, si je puis me permettre, parce que ça, sur le réseau, ça sature un petit peu. Voilà. Très bien. Donc, sans recommencer à ce que j'ai dit, si vous avez écouté qu'un mot sur deux, j'espère que ce sont les mots les plus importants. En tout cas, vous dire que notre ambition, c'est d'être à vos côtés. Alors ce soir, on va parler de la petite enfance et de la jeunesse, mais en conclusion, on reviendra aussi sur un nouveau dispositif, la Convention territoriale globale, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui vise à justement embrasser de manière plus large notre partenariat, avec notre ambition qui est de faire en sorte, et qui est le même que vous, de faire en sorte que les différents territoires des Pyrénées-Atlantiques soient des territoires attractifs. Et pour ce faire, nous sommes convaincus que c'est en apportant les services qui sont attendus par les habitants que nous allons rendre ces territoires attractifs. Et notre ambition aussi, c'est de simplifier la vie des allocataires, et notamment en coordonnant davantage les actions des différents acteurs du territoire, et faire en sorte qu'on arrête de demander aux allocataires d'aller d'un guichet administratif à un autre, mais qu'on se coordonne davantage entre partenaires autour de l'allocataire.
Et donc, pour ce faire, c'est 350 salariés au niveau de la CAF qui sont mobilisés au quotidien pour accompagner les allocataires et pour vous accompagner, vous partenaires, avec cet enjeu de vous simplifier la vie et de faire en sorte que, malgré le fait qu'on soit parfois dans des carcans administratifs, qui sont définis au niveau national, mais que ça soit le plus simple pour vous à entrer dans ces démarches administratives et qu'on puisse vous y accompagner. Voilà ce que je voulais dire avant d'attaquer le sujet de la petite enfance. Et du coup, je laisse Denis Escudier et Joël prendre le relais. Merci Monsieur Roteta, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis très heureux également d'être à vos côtés, même si c'est virtuel pour l'instant en fait, en tout cas ce soir. On va aborder ensemble en se coordonnant avec Joël Sansbero en fait, donc à deux voix, les deux sujets qui nous intéressent ce soir, c'est-à-dire celui de la petite enfance et celui de la jeunesse, à travers l'évocation en fait de principes généraux et de sujets en fait, on va dire, qui par focal vont aller de plus en plus précisément dans le champ dont on a pensé qu'il pourrait vous intéresser. Voilà. Donc du coup, sur la petite enfance, qui est un champ éminemment important puisqu'il mobilise en fait beaucoup de nos énergies et certainement beaucoup de vos administrés également à vos côtés, on a un contexte national et départemental qui est ici dépeint. On rappelle ici qu'au 1er janvier 2020, c'est-à-dire en fait il y a à peu près un an, la France comptait un peu plus de 5 millions d'enfants de moins de 6 ans, dont à peu près 3 millions d'enfants de moins de 3 ans. Donc c'est dire l'enjeu du domaine de la petite enfance pour l'ensemble de notre territoire. Dans les grandes agglomérations, mais pas seulement, ça concerne également les communes périurbaines et les communes plus rurales, les familles ont de plus en plus besoin d'un accueil en fait pour les jeunes enfants, pour leurs jeunes enfants, qu'ils soient d'ailleurs de nature collective ou individuelle. Dans le département des Pyrénées-Atlantiques, plus précisément, la CAF aujourd'hui accompagne 120 structures à la PSU, comme on dit, c'est-à-dire à la prestation de services unique, qui est l'une des modalités de financement, mais pas la seule. Et cela permet d'offrir un service à peu près 3700, de 3700 places, considérant qu'une place en fait peut concerner plusieurs enfants, parce qu'on n'a pas nécessairement en fait une place à temps plein mobilisée par un enfant. C'est la raison pour laquelle on a 7200 enfants de moins de 3 ans qui sont accueillis globalement en crèche, quelle qu'en soit la nature. La CAF, par ailleurs, soutient 2200, grosso modo, assistants et assistantes maternelles qui accueillent plus de 7000 enfants sur le territoire. Donc on a une conjonction entre l'offre collective et l'offre individuelle qui est assez intéressante à considérer. L'objectif et l'enjeu pour la CAF étant d'apporter un soin égal au traitement de ces deux domaines d'intervention, le collectif et l'individuel. Il n'y a pas de préséance, il n'y a pas de préférence. La CAF finance également à hauteur d'un peu plus de 29 millions d'euros, quasiment 30 millions d'euros par an, le fonctionnement des crèches, c'est-à-dire combien pour nous comme pour vous c'est important. Et le taux de couverture départementale, il est facile à retenir, il est de 64%. Nous sommes dans les Pyrénées-Atlantiques, ça va bien. Mais pour autant, c'est un taux qu'il faut examiner avec beaucoup d'attention parce qu'il a tendance à être pas nécessairement, je dirais, acquis ad vitam aeternam. Il est assez fluctuant, il a un petit peu régressé, donc vigilance. Et ça renvoie également à une disparité territoriale qui demeure assez visible, assez prégnante sur le territoire. Donc un peu de vigilance sur ce point, dans une logique en fait de régulation de l'offre de services telle qu'elle a été exposée par le président Leblond tout à l'heure. Voilà. Les institutions du département, pour finir sur ce diaporama, et cette diapositive en particulier, coordonnent leurs actions à travers un outil qui s'appelle le schéma départemental des services aux familles. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, probablement, qui a pour mérite en fait de placer la petite enfance comme étant l'un des 4 compartiments prioritaires qui comptent parmi les compartiments partagés avec d'autres partenaires institutionnels, associatifs. J'entends par là la petite enfance, la parentalité, la jeunesse, dont on reparlera dans un instant, mais également l'animation de la vie sociale. Une fois qu'on a posé tout ça, on va avancer un peu plus avant, si vous voulez bien, pour évaluer ensemble les opérateurs en fait de la petite enfance sur le territoire. Et comme je le disais tout à l'heure, ils sont de différentes natures. On a tout d'abord, au titre de l'accueil collectif, ce qu'on appelle dans le jargon les EAJE, bon voilà, les établissements d'accueil du jeune enfant, qui recouvrent aujourd'hui un ensemble de réalités assez disparates et éclectiques naguère. On a au moins le mérite d'avoir quelque chose d'un petit peu générique qui s'appelle établissement d'accueil du jeune enfant et qui réunit en fait un certain nombre de structures, parmi lesquelles on compte les multi-accueils au sens large du terme, donc les crèches, si vous voulez, qui peuvent aller jusqu'à 60 places, parfois dans des cas exceptionnels un peu au-delà, avec un financement qui est principalement axé sur la prestation de services uniques dont on a parlé tout à l'heure, avec un barème spécifique, des conditions d'éligibilité spécifiques, etc. En marge de ces structures un peu imposantes, un peu importantes,
on a une constellation de micro-crèches, en l'occurrence, qui réunissent pour le coup une offre d'accueil plus limitée à hauteur de 10 places par micro-crèche, avec là, pour le coup, un financement qui peut être disparate. Elles peuvent aussi bien relever d'un financement à la prestation de service unique que d'un financement à la prestation d'accueil du jeune enfant. Ça tient à la philosophie de fonctionnement, ça tient à tout un tas de considérations dans lesquelles on ne rentrera pas, si vous le voulez bien, ce soir de façon plus précise, sauf si ça fait appel à des questions en deuxième point, en deuxième temps d'intervention. Une fois qu'on a parlé des accueils dits collectifs, on a en parallèle les accueils individuels, d'égale importance pour nous, encore une fois, je me permets d'insister, parce que les deux comptent. Au titre des accueils individuels, nous comptabilisons, on l'a dit tout à l'heure, un nombre important d'assistantes maternelles qui présentent la particularité de recevoir les enfants en fait, à leur domicile dans un périmètre sécurisé, avec un agrément à la clé, etc. Et là, pour le coup, on rejoint nos partenaires du conseil départemental qui comptent également beaucoup dans cette approche globale de la petite enfance. Mais il arrive que les assistantes maternelles souhaitent ne pas exercer nécessairement chez elles. Et pour le coup, elles se réunissent, elles se regroupent en maisons d'assistantes maternelles qui peuvent comporter jusqu'à 4 assistantes maternelles, parfois moins, mais c'est un maximum de 4, qui donc, vous l'avez bien compris, permet de réunir 15-16 enfants maximum. En marge de ces établissements collectifs et individuels, nous avons en fait des services d'accompagnement des parents, mais également des assistantes maternelles que l'on appelait naguère les RAM, les relais assistants maternels, et qui tendent à s'appeler, le vocable change un peu en ce moment, relais petite enfance. Ce sont un peu, je dirais, les tours de contrôle, entre guillemets, qui observent la réalité de l'offre de services en matière de petite enfance sur le territoire et qui aiguillent, orientent les parents qui sont en demande d'offres de services, en l'occurrence, vers ici une assistante maternelle ou là une offre d'accueil en crèche, en fonction en fait des possibilités, de la praticité du sujet pour les parents. Une fois qu'on a posé ces éléments-là, on peut avancer un petit peu, si vous voulez bien, sur nos domaines d'intervention en ce qui concerne la petite enfance. Ils sont de 5 ordres pour être synthétiques, mais ils relèvent de beaucoup plus de réalité en vérité. On a voulu ici réunir en fait les 5 propos principaux. Donc le premier d'entre eux, c'est d'accompagner le parent, la famille et encore la famille. Je dirais qu'elle est notre cœur de cible avant tout, même si dans la plupart des cas, pour atteindre le service à la famille, nous sommes bien évidemment obligés, et c'est un bienfait, de passer par des opérateurs territoriaux qui portent le service sur le territoire, et nous accompagnons en fait l'opérateur pour pouvoir permettre à la famille d'accéder à un service de qualité. Donc quand on dit qu'on accompagne le parent, en fait, ou les parents, ça passe à travers différentes offres de services, notamment ce qu'on appelle les rendez-vous naissance. Monsieur Roteta l'a évoqué tout à l'heure, c'est une façon d'être auprès des parents très tôt, en l'occurrence, sur les territoires, en connexion avec les besoins des territoires. Nous avons également une plateforme téléphonique qui a été mise en œuvre il y a un petit peu plus d'un an, en mai de l'an dernier, en plein cœur de la période en fait, de confinement premier, qui s'appelle en fait le fil des parents. Et c'est une plateforme qui permet, à travers un numéro gratuit, à tout un chacun parent, d'accéder à une offre de service qui est portée par des spécialistes, psychologues, travailleurs sociaux, quand on a un problème avec son enfant, parfois un problème avec son ado ou les plus jeunes. Donc c'est bon de le savoir, il y a un numéro dédié pour cela qu'on retrouve sur les pages du CAF.fr sans aucune difficulté. Et puis je vais accélérer un peu, on a également tout un tas de relais petite enfance, on en a parlé à l'instant. Et on a une autre ambition qui est de concourir en fait à la solvabilisation financière pour le coup des familles par le biais des prestations en fait légales qui leur sont servies. Donc on agit un peu sur tous les tableaux, la présence auprès des partenaires sur les territoires et la présence financière, le coup de pouce qu'on donne aux familles pour équilibrer le budget et faire en sorte qu'on puisse payer la crèche. C'est un peu l'idée générale. En deuxième axe, on a également un accompagnement des assistantes maternelles en aidant leur installation en première intention, puisqu'il y a une aide à l'installation qui permet de s'équiper et de satisfaire en fait aux attentes et exigences bien légitimes en termes de sécurité notamment. Et on intervient également dans l'animation du réseau de ces assistantes maternelles qu'on appelle, comme je le disais tout à l'heure, maintenant les relais petite enfance à travers différents leviers. Mais on a une professionnelle en fait qui est dédiée à l'animation de ce réseau dans l'accompagnement en fait des partenaires. Troisième point, on accompagne également les crèches, tant du point de vue de leur fonctionnement du quotidien que tout au long, je dirais, de leur vie, puisque notre ambition n'est pas tant peut-être, ou quoique c'est important également, mais elle est parallèlement en fait à apporter sur notre souhait de développer des places nouvelles d'accueil de crèches quand elles répondent à un besoin du territoire. Il ne s'agit pas de développer pour développer.
Mais une fois que la place est développée, notre ambition secondaire est de faire en sorte que cette place perdure à travers le temps. On a vraiment un enjeu de pérennisation, puisque dans des temps qui sont un peu compliqués comme ceux qu'on vit malheureusement aujourd'hui, il arrive que les structures en fait, confrontées à des réalités territoriales un peu aiguës n'équilibrent pas le budget et soient mises en difficulté. De là, notre vocation à être encore plus présent à vos côtés pour apporter des solutions en fait, et faire en sorte que l'offre de services perdure à travers le temps. C'est compliqué de créer une crèche, c'est tout aussi compliqué de la faire vivre à travers le temps, donc on a vraiment un double enjeu de ce point de vue-là. Un autre point qui est celui de développer les nouvelles places d'accueil en identifiant les besoins du territoire. Je le disais, développement, la notion de développement est importante et on accompagne en fait les porteurs de projets à travers des participations financières, mais j'ai envie de dire pas seulement, ne nous focalisons pas, si vous voulez bien, sur le volet financier des choses, on est également très présent à travers l'immense masse de données qu'on brasse à longueur de journée sur la connaissance du territoire qui vient en complémentarité de votre propre connaissance de votre territoire, puisque vous êtes les principaux acteurs de ces territoires-là, on ne le perd pas de vue. Mais c'est important pour nous en fait de savoir où on va, de pouvoir poser avec vous un diagnostic sur la pertinence du projet et d'avancer de concert en fait sur l'élaboration d'un nouveau projet. Et dernier point, l'ambition aussi pour nous de mieux répondre en fait aux besoins des parents et des enfants quand ils sont parfois un petit peu, je dirais, qu'ils sortent un petit peu de la norme. Donc, on peut avoir des besoins en horaire atypique. On peut avoir des parents qui sont en recherche en fait d'insertion professionnelle et sociale. On peut avoir des parents d'enfants en situation de handicap. Donc, la question est de savoir comment, à vos côtés, on trouve des solutions d'accueil pour l'ensemble en fait de ces familles qui répondent à des besoins parfois particuliers. Voilà. Et comment on améliore à travers tout ça la qualité en fait de l'offre de service. Je vais maintenant passer le relais à Joël Sansbero qui va vous en dire un petit peu plus sur des registres plus précis en fait de ce qu'on fait en termes de petite enfance. Alors, bonsoir à toutes et à tous. J'ai pas eu l'occasion de vous saluer, donc je vais en effet enchaîner sur les modalités de déploiement en fait, un petit peu pratique des principes que nous venons de voir. Alors en fait, nos modalités d'accompagnement, comment on travaille, qu'est-ce qu'on fait, notamment avec vous sur les territoires. D'abord, on apporte de l'analyse et de la connaissance sur les territoires. On participe à des diagnostics, on a des éléments d'analyse statistiques, pas que qualitatifs aussi. Donc, on l'a vu, la question d'évaluation de besoins était importante. On participe à ces éléments-là en vous amenant de l'information par rapport notamment à la question de la petite enfance. C'est une approche qu'on a aussi de manière plus globale. On soutient les gestionnaires et les porteurs de projets en tant que tels. C'est-à-dire que construire une structure, c'est déjà avoir un projet, évaluer le besoin en lien avec le diagnostic, mais aussi se poser la question du budget, du personnel, comment tout ça se monte. On est sur quelque chose qui est éminemment technique, donc on est là pour faciliter le montage de projet en soutenant les gestionnaires et les porteurs de projets. Ensuite, si j'ose dire, une fois que la structure est créée, on l'intègre dans un réseau de structures pour optimiser la gestion et la qualité du service apporté et faire le lien avec les partenaires institutionnels. C'est-à-dire que on aborde évidemment chaque structure pour ce qu'elle est, mais aussi on l'intègre dans un réseau de pairs, si j'ose dire, de professionnels, avec de la relation qui peut être par différents outils, d'approche territoriale ou plus globale départementale, pour partager les réflexions tous ensemble. Et avec les partenaires institutionnels, on a parlé du département, évidemment, qui est sur l'agrément en tant que tel des structures et qui a l'accompagnement aussi sur ce volet-là. Donc on n'aborde pas, comme je dis, les structures isolément, on les relie entre elles et on essaie aussi, par une vision globale, de faire avancer un petit peu les approches qualitatives. On finance aussi l'investissement et le fonctionnement des structures, tant à la création que tout au long de la vie de la structure. On a des aides à l'investissement lorsqu'on crée en tant que telle la crèche. Mais après, on l'a vu, on verse près de 30 millions d'euros par an sur le fonctionnement de l'ensemble des crèches du territoire. Donc, si j'ose dire, on a ce volet ingénierie territoriale et qui, évidemment, en ce qui nous concerne, va s'appuyer aussi sur un volet financier. Donc, nos orientations, ce vers quoi on accompagne les porteurs de projets et les collectivités, peuvent être assorties, et ça c'est important, d'une intervention financière. Et par ailleurs, on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, le contexte actuel
mais à mal les structures en tant que telles, mais de manière générale aussi, hein, et c'est l'avis de toute structure. Il peut y avoir des difficultés de différents ordres, et nous suivons au quotidien les crèches en tant que telles, pour leur porter assistance lorsqu'elles ont des difficultés financières, organisationnelles, de gouvernance, etc., etc. Donc on a tout cet ensemble-là, l'évaluation des besoins, l'accompagnement des projets, la mise en réseau, le financement et le suivi des structures. Sur les crèches en tant que telles, un rapide focus, mais pour donner un petit peu, voilà, concrètement un peu ce que ça donne à la création, par exemple, hein, je le disais, en termes d'ingénierie sur l'étude de besoins, sur le montage financier, le projet fonctionnement, c'est quelque chose de très très important. Et par ailleurs aussi une aide à l'investissement jusqu'à 17 000 € par place, puisque vous le savez, les structures sont quantifiées, si j'ose dire, ont un agrément qui est évalué en nombre de places. On l'a vu de 10 à 60, voire plus dans certains cas. Une fois que la structure est créée, tout au long de sa vie, chaque année, on verse des prestations et des aides qui, en moyenne, en fait, constituent un petit peu plus de la moitié du coût du fonctionnement d'une crèche. C'est pas toujours identifié, notamment par les familles, mais en fait, sur un coût total de fonctionnement, entre la prestation de service unique qui est versée en complément des participations familiales, c'est-à-dire que pour le gestionnaire, c'est neutre que la famille ait des revenus faibles ou élevés, ça se compense. Il y a aussi des bonus spécifiques en fonction du projet et de l'effectivité de l'accueil sur le handicap ou l'insertion, en fonction des caractéristiques des familles. Des bonus territoires aussi en fonction des caractéristiques du territoire. Et des aides à l'équipement ou au projet spécifiquement, dans certains cas sur des approches qualitatives. Donc tout ça se décline chaque année et concourt à voilà, financer plus de la moitié du coût d'une structure. Les structures à la page, c'est un petit peu spécifique. Elles ont un financement particulier puisqu'en fait le financement est versé directement à l'allocataire. On est sur une forme de prestation, si j'ose dire. Mais voilà, un petit peu sur l'accompagnement d'une structure type, hein, si j'ose dire, voilà, de la création et tout au long de sa vie. Ça, c'est ce qui se fait de manière courante. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'est mettre en avant quelques axes importants à l'heure actuelle. On va l'avoir aussi sur la jeunesse, hein, et en l'occurrence, en ce moment même, on est en train de déployer un plan rebond petite enfance 2021. Plusieurs éléments concourent en fait à ce plan rebond, et surtout, voilà, les raisons sont la crise que nous venons de traverser, qui a mis à mal, comme je disais, les structures. La question aussi de l'analyse du développement des places et la question du rééquilibrage territorial. On l'a vu, on a un taux de couverture qui est supérieur à la moyenne nationale, qui est 64% pour 58%, mais évidemment, entre les territoires, il y a des disparités. Et dans ce plan rebond petite enfance, en fait, si vous voulez, c'est quelque chose de spécifique qui se déploie cette année, qui se rajoute en fait aux interventions que j'ai évoquées précédemment. On voit bien les plusieurs modalités d'intervention avec un soutien aux crèches PSU fragilisées par la crise sanitaire. Là, on a un gros travail d'évaluation des difficultés qu'ont pu rencontrer ces structures et lorsqu'elles ont une activité qui est en baisse, lorsqu'elles ont leur santé financière qui est touchée, lorsque pour des raisons de fréquentation, on a donné un petit peu moins d'intervention financière, on peut les aider souvent suivant différentes modalités financièrement pour passer ce cap, puisque comme on le disait, en effet, développer des places, c'est bien, mais éviter qu'elles ferment, c'est bien aussi, quoi. Donc voilà. Par ailleurs, on a un abondement sur la création des structures avec le plan d'aide exceptionnelle en investissement, sur les crèches aussi, avec notamment sur des territoires tels que ceux des QPV ou des zones de revitalisation rurale, ou lors de déploiement de projets avec de l'insertion, on peut donner plus encore sur, on disait jusqu'à 17 000 € tout à l'heure, mais 7 000 € de plus encore par place lors de création ou d'extension. Hein. On accompagne aussi quand vous développez les places existantes, si j'ose dire, d'une structure préexistante. On a après d'autres majorations d'aide au fonctionnement en lien avec les caractéristiques des territoires versées donc directement au gestionnaire. Et on a aussi un autre volet qui est le soutien aux maisons d'assistants maternels. Voilà, avec une extension d'une aide qu'on avait sur certains territoires, 3 000 € par ASMAT à la création, qui est étendue à tous les territoires. Et les montants que j'évoquais en création de crèches maintenant peuvent être déployés pour les maisons d'assistants maternels sur les territoires
prioritaires. Donc vous voyez, en fait, quand on intervient comme ça sur des plans de ce type-là, il y a plusieurs entrées. Création, investissement, accompagnement de l'existant, développement spécifique, voilà, avec une approche globale. On a fait un appel à projet là, tout récemment sur ce plan rebond. Voilà. Et il y a des actions qui sont inscrites dans la durée aussi, comme le soutien aux maisons d'assistance maternelle, par exemple. Ce n'est pas que cette année que cette action, par exemple, est mise en place. On a parlé beaucoup d'accueil collectif, mais on intervient aussi en matière d'accueil individuel. Donc, l'accueil individuel, ce sont les assistants maternels. Donc, en fait, on a plusieurs modalités, c'est-à-dire qu'on a des modalités d'intervention directement auprès des assistants maternels, en individuel, en regroupement de maisons d'assistants maternels, et aussi en soutien des services qui les accompagnent, les relais petite enfance ex-RAM. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, un financement d'une prime d'installation pour les nouvelles assistantes maternelles qui sont agréées, formées. Le contexte des relais, ex-relais assistantes maternelles, des relais petite enfance qui sont là pour les accompagner dans leur pratique professionnelle, leur proposer des temps d'animation, mais aussi faire le lien avec les familles, notamment sur ce mode d'accueil-là, mais pas que, aussi de manière plus générale sur l'ensemble des modes d'accueil. La création des maisons d'assistants maternels avec un effort tout particulier sur les territoires prioritaires et une approche un petit peu aussi qualitative avec là en l'occurrence depuis fin 2020 une étude sur une étude qualité sur l'offre d'accueil des assistants maternels avec l'appui d'un sociologue, Pierre Moissé, pour mieux accompagner ces professionnels. Là on voit bien, vous voyez, donc l'installation, l'individuel, l'accompagnement des projets, le contexte permanent d'accompagnement avec les relais petite enfance, et ponctuellement en plus on peut sortir ça d'approches plus spécifiques comme avec monsieur Moissé, voilà, depuis fin 2020. Voilà un petit peu pour les déclinaisons des principes qu'on a pu voir en amont, voilà, avec des focales soit sur un dispositif, soit sur une période en l'occurrence avec le plan rebond. Alors, monsieur Sansberro, en fait, vient de vous parler, et on conclut à travers ça de la dernière phase, on va dire, de la présentation sur la petite enfance. Il a évoqué la question de l'accompagnement. C'est vraiment une question transversale pour nous qui est d'une importance capitale. Avant de passer sur la jeunesse, je voulais juste insister sur le fait que, à votre service, à votre écoute, se tiennent des professionnels, en fait, des CAF qui sont formés pour cela et qui sont, en fait, prêts et prêtes à prendre le relais, quand vous avez un projet, quand vous avez une difficulté. Donc n'hésitez pas, on a sur les pages locales du CAF.fr, puisque le CAF.fr est un outil en fait national, mais qui permet d'accéder à partir d'un code postal aux pages locales en fait de votre CAF, localement des Pyrénées-Atlantiques. On accède à travers cela en fait à une cartographie qui renvoie aux professionnels en fait compétents pour vous accompagner dans telle ou telle démarche. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et ce qui est vrai pour la petite enfance, l'est également pour la jeunesse. C'est la raison pour laquelle, en fait, on aborde avec vous, de façon chronologique presque, de la petite enfance à la jeunesse, ce deuxième temps, qu'on va maintenant partager ensemble. Juste, je vous interromps avant de passer sur cette partie. On a 2 questions sur le fil. Je ne sais pas si on peut y répondre maintenant. Une première question, on parle de prestations en croissance pour la demande, donc des naissances sont en croissance. J'avais compris qu'au niveau national, il y a un frein de la natalité. Serait-on épargné dans les Pyrénées-Atlantiques? Et ensuite, une autre question, les analyses peuvent-elles être réalisées sur une échelle plus petite que l'échelle départementale? Voilà. Sur la question de la natalité, je vais amorcer et puis si mes collègues veulent abonder, ce sera avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Sur la question de la natalité, il est vrai qu'on a entrevu sur le plan national, vous avez raison, une petite décrue. Alors est-ce que le département trahit cette règle nationale en fait et qu'on a un peu plus de vigueur et de vitalité au niveau des Pyrénées-Atlantiques? Je n'en serais pas étonné, mais pour autant, on attend de pouvoir vérifier ça de façon scientifique avec effectivement des indicateurs à la clé. Il n'est pas totalement improbable qu'il y ait un rebond de toute façon de natalité à l'issue de la crise sanitaire que l'on vit, mais je ne suis pas devin, donc on va un petit peu attendre pour pouvoir vérifier cela. Ce qui est certain par contre,
c'est que l'évolution en régression de la natalité que vous faisiez observer à juste titre se traduit par un passage ces derniers temps de quelque chose qui était de l'ordre de 67% au niveau du taux de couverture globale du département à 64%. Il y a eu un petit recul, en fait, mais dont on dont on pense qu'il est un peu tôt pour l'analyser en fait dans toutes ses finalités et ses effets aujourd'hui. Sur la question du diagnostic territorial, en fait, quelle échelle pertinente? On est à votre écoute, là, pour le coup. On a des, données, qui peuvent aller jusqu'à l'étude du quartier, je dirais, enfin, en exagérant un peu, mais bon. Donc en l'occurrence, on n'est pas nécessairement obligé d'établir, un diagnostic côté CAF, en lien avec vos services, qui soit, en fait, de portée départementale. On a pour cela, effectivement, des outils départementaux qui nous, réunissent avec, le conseil départemental, la MSA, l'éducation nationale, le milieu associatif, et beaucoup d'autres partenaires qui me pardonneront, de pas tous les citer. Donc on peut faire les choses en grand à l'échelle du département, c'est vrai, et aller fouiller nos bases de données, forer les données comme on dit, pour en tirer, des éléments, qui permettent de poser des stratégies à l'échelle départementale. Mais on peut aussi, à l'échelle beaucoup plus micro, pour le coup, évaluer, la pertinence en fait, de l'installation d'un nouvel équipement sur un territoire à travers l'évaluation d'un besoin. On n'est pas mauvais non plus en termes en fait, d'enquête, de besoins, de mise en place de focus group, et on peut de ce point de vue-là en fait vraiment vous faire bénéficier de tout le panel, documentaire, statistique en fait dont la CAF, bénéficie, pour autant qu'un projet effectivement, soit en mouvement sur votre territoire. Voilà. Si les collègues veulent compléter, n'hésitez pas. Oui, sur l'analyse des besoins, en effet, hein, ça se fait à l'échelle du projet. On peut avoir des analyses départementales, mais pour suivre un petit peu de manière globale ce qui se passe. Mais après, quand on détermine qu'une crèche va s'ouvrir sur une commune donnée, eh bien, voilà, c'est à cette échelle-là, c'est à l'échelle pertinente, hein, qu'on aborde la question. Les éléments qui ont été évoqués, enquête, mobilité des familles, existant aussi, hein, parce qu'on prend en compte évidemment l'existant, mais je le reprécise, se fait à l'échelle pertinente du projet. C'est pas une approche uniquement, si j'ose dire, macro-départemental qui va faire qu'on va implanter une structure à un endroit donné. On part au contraire du territoire en tant que tel. On va le voir après sur l'ouverture finale, mais on a cette notion de développement territorial, et donc on contextualise chaque projet avec ses acteurs, avec ses particularités, avec ses familles, ses allocataires, ses besoins. Donc il y a une contextualisation à chaque fois au plus près du besoin des familles. Et peut-être juste pour revenir sur la question des naissances, a priori, on ne sera pas épargné, hein, côté Pyrénées-Atlantiques par une baisse de la natalité. Ça commence à se voir à travers le paiement des prestations qu'on verse aux allocataires. Donc, il y a moins de recours à ces prestations-là. Mais pour autant, ça ne signifie pas pour autant qu'il y a une diminution du nombre de places de crèche, puisque aujourd'hui, on ne couvre pas l'ensemble des places d'accueil avec des places de crèche. Et donc, on continue d'en développer parce qu'aujourd'hui, ça répond à une véritable demande et à une véritable attente des habitants et des allocataires. Et au-delà du nombre de places qui continue à augmenter, à noter aussi que globalement, les prestations de services versées par la CAF aux différentes structures, alors c'est les crèches, mais c'est le cas pour l'ensemble des structures que nous finançons, ont plutôt tendance à augmenter d'une année sur l'autre et à couvrir de nouveaux besoins. Par exemple, on va faire des bonus pour favoriser l'accueil des enfants en situation de handicap, on va faire des bonus mixité, etc. Tout ça vient compléter ces financements et viennent éclairer l'augmentation des prestations qui vous a été indiquée tout à l'heure. Et ensuite, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur la question à qui vous devez vous adresser dans le cadre d'un projet. Donc, c'est au conseil de territoire. Ce qu'on va faire, c'est qu'en même temps que le support, on vous enverra le fichier qui énoncera le conseil de territoire à contacter vous concernant en particulier, parce que le territoire est découpé et donc ça vous permettra d'avoir l'interlocuteur bien identifié. On reprend le fil de l'exposé, si vous voulez bien, sur la partie jeunesse. Très bien.
Sur la partie jeunesse, en l'occurrence, on monte d'un cran en âge de l'enfant, mais ses besoins et ceux de ses parents restent bien réels pour le coup. Un exposé très rapide, par symétrie des formes avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur le contexte et national et départemental. Au niveau national tout d'abord, on a plus de 70 000 accueils de loisirs sans hébergement, ce qu'on appelle dans le jargon là aussi en fait les fameuses ALSH, voilà, qui reçoivent en tout et pour tout 86% des enfants qui sont scolarisés. C'est dire combien l'accueil de loisirs sans hébergement est un dispositif en fait lui aussi comme sur la petite enfance qui est déterminant. Et c'est pas un hasard sans doute si ce soir on a commencé avec vous par ces deux sujets qui sont des sujets vraiment clés de la politique publique territorialisée. Dans le département des Pyrénées-Atlantiques, cette fois-ci, si on met la focale sur notre département, on a un potentiel d'intervention, en l'occurrence, auprès d'environ 300 accueils de loisirs sans hébergement qui sont soutenus par la Caisse d'allocation familiale pour un montant global d'un peu plus, enfin de 10,5 millions d'euros annuellement. Sur les 92 000 jeunes qui sont situés dans l'intervalle, le segment en fait 6-17 ans, on a plus de 89% d'entre eux qui sont accueillis en ALSH. C'est dire combien, encore une fois, le dispositif est mis en mouvement par les familles. On a également, et on le verra plus en détail avec Joël Sansbero tout à l'heure, en fait, 1 millier de jeunes chaque année au niveau du département des Pyrénées-Atlantiques qui voient leur projet en fait collectif, hein, à travers certains dispositifs, accompagnés par la CAF et l'ensemble des partenaires dans un dispositif dont on reparlera encore une fois dans quelques minutes. On a une douzaine d'espaces jeunes nouveaux qui ont été en fait constitués récemment et dont l'objectif premier est d'appuyer cette implication des jeunes dans une logique en fait d'accès à l'autonomie, voire à l'indépendance en l'occurrence. C'est extrêmement important de le souligner également. Et puis pour finir, les institutions coordonnent à nouveau leur action au niveau du schéma départemental des services aux familles. Décidément, on vous en aura beaucoup parlé ce soir, qui détient également quelques éléments clés, y compris au niveau en fait de la jeunesse. C'est-à-dire qu'en fait, on se coordonne dans une logique partenariale sur des questions qui relèvent de ces sujets de la jeunesse à l'échelle départementale. Donc on va là aussi du macro, le département, au micro, la vie de quartier. Donc c'est quelque chose de très très intégré, de très global. Une fois qu'on a posé ça, à l'instar de ce qu'on a vu tout à l'heure, on expose ici les différents périmètres d'intervention de ces accueils jeunes. Donc on a ce qu'on a appelé à l'instant les accueils de loisirs sans hébergement, qui mettent en mouvement, on va dire, deux grandes catégories, pour faire très simple, mais ça permet de bien retenir un peu les choses. On a le périscolaire, donc les ALSH avec la question du périscolaire. Périscolaire, c'est tout ce qui est périphérique, mémotechnique, voilà. Tout ce qui est périphérique au temps d'école, c'est-à-dire tout ce qui se situe avant l'école, juste après l'école et le mercredi. Donc on n'est pas si loin du temps d'école que ça finalement. Et ce qui relève de l'extrascolaire, là pour le coup on s'éloigne un peu plus du temps scolaire et ce sont principalement les temps de vacances qui sont concernés à travers, je dirais, l'accueil des enfants dans ces accueils de loisirs sans hébergement. Donc on a ces ALSH, on a également des accueils jeunes, dont on reparlera dans un instant, qui constituent un nouveau dispositif et qui lui est basé sur une conduite de projet. Et puis on a des projets particuliers sur lesquels on fera des zooms avec Joël tout à l'heure, qui s'appellent les projets jeunes 64 en particulier, dispositif partenarial, qui est assez sympathique puisqu'il permet en fait à un groupe de jeunes de venir présenter un projet sur lequel ils ont travaillé jusqu'à sa conclusion. Naturellement, le temps du Covid a un peu mis tout cela entre parenthèses, et pour autant, c'est plutôt sympathique dans certains cas de voir des groupes de jeunes, et parfois très jeunes, venir batailler, soutenir, défendre leur projet. C'est plutôt quelque chose de sympathique et de gratifiant. Pour tout le monde, pour les jeunes comme pour nous. Les projets s'articulent aussi autour des plans mercredi dont on reparle dans un tout petit instant. Pour conclure et avant de laisser la parole à Joël, on revient également, comme tout à l'heure, sur le champ d'intervention de la CAF dans le domaine cette fois-ci de la jeunesse. Donc bien évidemment, on va rappeler ici que la CAF accompagne la mise en place d'un ensemble de solutions, d'un panel de solutions pour aider à concilier encore une fois l'ensemble des vies de nos familles, qu'elles soient professionnelles, sociales et familiales, avec un accueil en fait qui est destiné aux enfants un peu plus âgés pour le coup, et dans lequel on va rechercher les mêmes standards de qualité que tout à l'heure pour la petite enfance, avec des registres qui seront poursuivis en matière éducative, en matière d'accessibilité à tous. Comment on accueille les enfants après l'école, en marge de l'école, on en a parlé en fait, c'est le péri, c'est l'extrascolaire. Et la CAF déploie par ailleurs en fait des interventions plus spécialisées, plus spécifiques et plus adaptées à destination des jeunes à travers des process qu'on va aborder maintenant. L'objectif étant également ici de permettre l'accès des enfants
à des activités qui sont diversifiées. On a des activités qui relèvent du registre culturel, sportif, scientifique. Ce ne sont que quelques exemples, hein. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont parfois de nature expérimentale, qui sont testées sur le terrain et qui sont extrêmement intéressantes, avec une attention toute particulière qui est ici portée aux familles les plus défavorisées, les plus vulnérables, et souvent, je dirais, pour compléter, dans une logique en fait d'accès à une dimension qui nous est chère, qui est celle de la parentalité. C'est-à-dire comment on met en évidence en fait à travers ces accueils et au-delà des mécanismes en fait de parentalité, des mécanismes en fait d'acquisition des compétences parentales, etc. Donc ce sont en fait pour nous également des priorités. Je vais maintenant laisser Joël vous parler de quelques focus qu'on a voulu porter à votre attention sur des dispositifs particuliers. Alors, en effet, l'idée, ça va être maintenant un petit peu comme tout à l'heure, hein, d'aborder des typologies d'intervention en fait un peu nouvelles en fait qui dénotent aussi une évolution de notre approche avec un élargissement, on va le voir notamment vers les ados et tout particulièrement en ce qui concerne l'accueil qualitatif des jeunes avec une prestation de services jeunes. On l'a vu tout à l'heure, un des gros contingents de ce qu'on peut accompagner, ce sont les accueils de loisirs sans hébergement, autrement dit les centres de loisirs en fait, hein, le périscolaire fait que vous connaissez en complément de l'école et puis ce qui se passe pendant les vacances aussi. Ça c'est un peu historique et on le voit, hein, en masse aussi, c'est quelque chose d'important. Et on complète maintenant avec des dispositifs notamment, comme je dis, sur destination des ados qui sont plus basés sur le projet. Les centres de loisirs, il y a un agrément, hein, qui est délivré après une déclaration auprès des services de l'État. Là, on va être sur on va le voir aussi après avec les projets jeunes, une dimension accompagnement de projet en tant que tel, porté par une structure qui peut être un centre de loisirs ou pas en définitive, et qui va surtout, là, donc ça s'est déployé l'année dernière, encourager les initiatives des adolescents et renforcer leur accompagnement éducatif sous différentes modalités, hein, y compris par les outils numériques avant ou après les heures de classe. Ce qui est très important, c'est qu'en fait, c'est proposer des accompagnements aux jeunes qui leur permettent de s'impliquer dans des projets, quels qu'ils soient. Je dirais qu'on va le voir après sur les projets jeunes, c'est pas tellement, il n'y a pas des catégories de projets. Ce qui est important, c'est l'implication des jeunes, leur apprendre à faire du montage de projet, les suivre, travailler avec eux, les impliquer, y compris peut-être aussi sur la structure en tant que telle. On a sorti ça de Junior Association. Donc on est vraiment sur une dimension aussi citoyenneté, si j'ose dire, mais aussi très concrètement apprendre à faire, on va le voir sur les projets jeunes, et c'est quelque chose qu'on suit particulièrement, de l'autofinancement, on passe en commission, voilà. Donc il y a cette dimension un petit peu pédagogique, éducative et d'implication, ça c'est extrêmement important. Sur ces nouveaux équipements, hein, cette douzaine d'accueils nouveaux, c'est vraiment ça qui va être important et qu'on va identifier. Et ça va être personnifié pour le coup par un animateur qualifié. Et c'est l'animateur qu'on va accompagner jusqu'à 20 000 € par an en termes de charges prises en compte, hein, puisque c'est lui qui va être garant de ce projet-là. D'accord? Donc on est vraiment sur une dimension projet. Dans cette logique aussi, on a un dispositif, les projets jeunes 64. Alors ce qui est très important, c'est que sur notre département, en fait, c'est interinstitutionnel. C'est-à-dire que c'est porté par la CAF, le département, la MSA, la région, et on accompagne ensemble le financement de projets collectifs de jeunes. Tout à l'heure, on a vu, en fait, on accompagne à la prestation de services jeunes la structure qui va permettre de faire émerger des projets jeunes, en fait, globalement. Ce sont des projets ponctuels, en fait, collectifs, accompagnés de manière collégiale par les institutions. Très concrètement, c'est un seul dossier qui est à remplir, et pas peut-être comme avant 3 4 dossiers. Bon. Donc il y a une simplification administrative, et on a donc plusieurs commissions tout au long de l'année. Ce qu'on disait en introduction, en définitive, ça permet d'accompagner plus d'un millier de jeunes chaque année sur des projets qui vont être de la sortie à la montagne, implication environnementale, un nettoyage de berges, parfois même des échanges à l'international. Mais je dirais, je le redis, comme je disais tout à l'heure, peu importe en tant que tel
le type de projet, l'objet, il n'y a pas une question de dimension de choses importantes. Ce qu'on évalue, c'est vraiment l'implication des jeunes. Ce qui va compter, c'est vraiment ça. Une sortie peut-être en proximité va être accompagnée, là où quelque chose de plus global à l'étranger, si c'est vraiment plaqué sur les jeunes, là on n'accompagnera pas. Donc ça c'est très très important, ce qu'on dit souvent en porteur de projet, il n'y a pas une dimension à atteindre pour être accompagné. Et en effet, comme l'évoquait M. Escudier, petit élément important, c'est que certains des groupes de jeunes en fait, qui portent les projets sont accueillis à la CAF, donc avec le jury que j'évoquais, du département, etc. Et ils viennent présenter les projets en fait. Leurs projets, c'est eux qui présentent. Voilà, on leur laisse les modalités de présentation et ça, c'est très, très, très formateur. Les promeneurs du net aussi un dispositif en fait qui est sur un réseau de personnes identifiées, formées à l'écoute des jeunes sur les réseaux sociaux notamment. Donc ils sont là avec des professionnels d'animation, d'éducation, des profils très variés, intervention sociale, prévention, animateurs, voilà, identifiés, formés. Et présents sur les réseaux sociaux. Ils vont devant des projets, ils s'identifient, voilà, ils intègrent le réseau, ils les accompagnent sur du projet, sur des idées. Il y a aussi une dimension prévention qui est pas neutre. Ils répondent aussi à leurs questions, leurs inquiétudes. Donc ça, c'est en plein développement. À l'heure actuelle, on a 39 promeneurs du net sur tout le département, avec un pilotage qui est assuré par Adoenia, qu'on finance sur ce pilotage-là. C'est un dispositif CAF, mais on a un tiers qui intervient, que certains d'entre vous connaissent. C'est une maison des adolescents, donc il y a cette connaissance fine des problématiques des adolescents. Et qui assure la mise en réseau des promeneurs sur des temps collectifs tous les trimestres, sur des formations. Voilà, donc il y a un véritable suivi. Donc c'est en plein développement, c'est plusieurs milliers de jeunes en fait qui sont intégrés, si j'ose dire, dans ce réseau-là, enfin du moins voilà, qui sont suivis par les promeneurs du net. On l'a vu sur la petite enfance tout à l'heure aussi, on avait le plan rebond. Là, ce qu'on a en ce moment aussi comme focale importante, c'est la relance du plan mercredi. Alors le plan mercredi, c'est un dispositif en lien évidemment avec la réforme des rythmes scolaires piloté par l'Éducation nationale, mais on fait partie du groupe d'appui départemental qui valide les projets éducatifs de territoire que vous connaissez certainement et également les plans mercredi. Donc là, on est vraiment sur des projets qui regroupent les acteurs pédagogiques des territoires, écoles, tout ce qu'on vient de voir, centre de loisirs, périscolaire, extrascolaire, projet jeunes, PS jeunes, s'il y en a. Voilà. Donc on entend à ce qu'il y ait une cohérence et on accompagne ces projets puisque l'idée est d'être vraiment centrée sur le jeune dans son parcours, hein, depuis le matin, le périsco, l'école, l'extra, les vacances, donc qu'on puisse avoir une cohésion des acteurs qui interviennent autour du jeune. Plusieurs volets, un peu comme la petite enfance, hein, c'est-à-dire qu'on a une aide à l'investissement quand il y a un plan mercredi qui est signé pour accompagner des créations de rénovation, réhabilitation de centres de loisirs jusqu'à 300 000 euros. On a une aide qui existe, qui a été bonifiée, une aide à l'heure. Je ne rentre pas dans le détail, mais sur des heures d'activité périscolaire, qui est abondée quand vous avez un plan mercredi. Et une aide temporaire à l'ingénierie aussi, pour vous soutenir dans la préfiguration, la signature et le suivi des plans mercredi. Jusqu'à 15 000 euros sur une année, ça c'est tout ce qui est pilotage en tant que tel. Donc vous voyez, il y a toujours pareil la logique, on a d'accompagnement de fonds sur des équipements, des structures, et après on complète, si j'ose dire, par des dispositifs en fonction de ce qu'on peut identifier local, au niveau national, en mettant un peu plus l'accent sur les jeunes ados, par exemple, comme on l'a vu, ou des dispositifs tels que le plan mercredi. Très bien, merci beaucoup Joël. L'idée maintenant est de passer la parole à Monsieur Roteta qui va prendre la suite sur un dispositif contractuel d'ampleur, puisqu'on va parler en fait à travers l'enfance et la jeunesse de la convention territoriale globale. Jérôme, je te laisse la parole. Alors, peut-être avant d'aborder cette partie, je crois qu'il y a une question sur le fil de discussion. C'est de savoir si la loi Adrien Taquet risque de redéfinir la création de places d'accueil et si cette loi va freiner quelque peu les aides à la création des nouvelles structures d'accueil.
Donc, vous dire que non, en tout cas, il n'y a pas de projet dans les cartons de diminuer les aides, que ça soit financières, hein, en termes d'investissement ou en termes de fonctionnement auprès des structures. Voilà, donc à ce stade, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ce n'est pas du tout dans la logique des politiques, y compris menées par Monsieur Taquet. Ce qui est revu, c'est plutôt les normes autour de l'accueil qui sont là en train d'être revisitées. Pour passer du coup à la partie comment on construit ces politiques enfance et jeunesse, hein. Donc, on vous a indiqué que il faut vous rapprocher du conseil de territoire qui vous est rattaché, ou du moins qui est rattaché à votre territoire. Et ce qui est important pour nous, c'est peut-être de commencer aussi à ouvrir un champ de contractualisation, puisque jusqu'à présent, et certainement vous connaissez pour la plupart, hein, il y avait des contrats enfance-jeunesse qui étaient contractualisés entre la CAF et les collectivités sur ces deux champs, et et les signataires étaient exclusivement la CAF ou la collectivité. Ce qui est à noter, c'est que dans la petite enfance et dans la jeunesse, nous avons des enjeux partagés, puisque notre objectif, hein, à vous comme à nous, c'est bien de favoriser la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, de développer les modalités d'accueil, parce qu'on sait que c'est une modalité qui permet le développement, en particulier cognitif, de l'enfant et du jeune. Ce qui nous importe également, c'est de permettre un égal accès au mode d'accueil, quel que soit l'enfant, quelle que soit la famille, quel que soit le territoire. Et enfin, on sait aussi que de disposer des modalités d'accueil et de le proposer aux familles des territoires permet l'attractivité de la commune, de l'intercommunalité. Et tout notre enjeu aussi, c'est de faire en sorte que ces modalités d'accueil évoluent en même temps que les besoins des populations, que ce soit en termes d'horaires atypiques ou en termes d'attente qui pourraient évoluer au fil du temps. Et donc, ces enjeux partagés, hein, sur la petite enfance et la jeunesse, désormais, vont être intégrés dans une réflexion plus large, plus globale, à travers un outil qui est la Convention territoriale globale. Alors, quelle est la différence entre l'ancien dispositif et le nouveau? Tout simplement, cette Convention territoriale globale vise à contractualiser sur l'ensemble des champs de compétences de la CAF, à savoir la petite enfance, la jeunesse, mais aussi le logement, l'accès aux droits, le handicap, le numérique, et autre élément qui fait en sorte que c'est un outil plus large, c'est que c'est bien sûr la collectivité qui contractualise avec la CAF, mais c'est ouvert aussi à l'ensemble des acteurs du territoire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plus de signataires, et ça, c'est à définir ensemble. Autre élément aussi important, c'est la co-construction. C'est-à-dire que ce nouveau dispositif vise à faire ensemble, à co-construire, à partir d'un diagnostic qui est véritablement commun, de définir le projet de territoire et le plan d'action qui va avec. Alors, 2 points importants, puisque c'est souvent des questions qui reviennent, c'est qu'il n'y a pas de baisse de financement par rapport à ce qui existait avant, donc tous les financements actuels sont maintenus. Et autre élément, cette convention territoriale globale ne vise en aucun cas à agir sur ou à pousser à d'éventuels transferts de compétences. C'est aussi une question qui revient sans cesse. Alors, ce qu'on a prévu pour ce soir, comme ce n'était pas le cœur du sujet, c'est de vous passer une petite vidéo qui dure 3 minutes, qui permet de présenter globalement la Convention territoriale globale, sachant que ensuite, nous parcourrons, hein, avec le président Pascal Leblond et les équipes, l'ensemble du territoire pour présenter cette nouvelle démarche, qui vise à construire ensemble les territoires de demain. Du coup, pour la vidéo.
On va tenter de mettre voilà, la vidéo en espérant que ça fonctionne. Les tests tout à l'heure ont été concluants. Mais... Les tests ont été concluants. Maintenant, quand c'est en direct, on a parfois des surprises. Mais non, on va y arriver. Alors, voyons, vous allez me dire déjà... Quel écran vous voyez? Ça a l'air d'être le bon. C'est bon. VLC Media, oui, c'est bon. C'est bon. Est-ce que vous avez le son? C'est bon? Oui, Joël, parfait. Non, juste en grand écran. Grandir, s'agrandir, prendre soin de soi et de sa famille. Parce que chaque étape de la vie est importante et que les besoins des populations évoluent, la CAF s'engage sur les territoires aux côtés des communes, des intercommunalités et des départements pour les accompagner et les soutenir. Au quotidien, cet engagement se traduit par la création, le développement, l'adaptation des services et des équipements en direction de tous les habitants pour répondre à leurs attentes et leurs besoins. Même si ces enjeux sont partagés, il n'est pas toujours facile de s'approprier le sens de ces différentes interventions et de s'y retrouver. Les dispositifs et les actions se développent parfois côte à côte ou se superposent, et se coordonner est essentiel. La CAF des Pyrénées-Atlantiques déploie sur les territoires une démarche innovante de contractualisation avec les collectivités, la Convention territoriale globale. Cette démarche, qui rassemble CAF et collectivités locales, est construite dans l'intérêt des territoires au bénéfice de tous les habitants, pour renforcer l'efficacité et la coordination de l'action publique. Bref, mettre un peu de cohérence dans tout ça, faire mieux et construire demain. Pour commencer, il faut prendre un peu de hauteur, tout en regardant de plus près. Faire un état des lieux de l'existence et partager une même vision, se dire ensemble comment on travaille. Mais c'est surtout repérer ce qui manque, améliorer les services, développer de nouveaux équipements pour mieux accompagner les évolutions du territoire. Dans la démarche de conventionnement, la phase de diagnostic est essentielle. Il s'agit de questionner l'ensemble des champs d'intervention partagés par la CAF et la collectivité. L'accès aux droits et aux services, Logement, petite enfance, enfance, jeunesse animation de la vie sociale, et soutien à la fonction parentale, pour savoir d'où on part et où on veut aller ensemble. Main dans la main avec les collectivités et les partenaires locaux, ce diagnostic permet de se poser les bonnes questions. que fait-on aujourd'hui, Que pourrait-on faire autrement demain? en plus ou en mieux, Quelles sont les spécificités de ce territoire? et quelles sont nos priorités? C'est à partir de tous ces éléments, de nos réflexions communes et de nos volontés partagées que le projet se dessine. Enjeux, orientation, objectifs, projet. Autant de repères pour guider notre action et construire le territoire de demain. Ici, développer des places d'accueil du jeune enfant, là, proposer une offre de médiation numérique, ou encore impulser des projets de soutien à la parentalité. Parce que les territoires ont tous leurs spécificités, chaque démarche est singulière pour adapter les interventions aux besoins des habitants et au contexte local. En associant étroitement l'ensemble des partenaires, la Convention territoriale globale renforce les complémentarités et inscrit son plan d'action dans le projet social du territoire. C'est ainsi que se construit la feuille de route, dans un esprit de responsabilité et de coopération, pour une durée de 4 à 5 ans. Car la Convention territoriale globale est avant tout un point de départ, elle s'inscrit dans une démarche partenariale de long terme et s'écrit en continu. Voilà pour une présentation rapide de ce nouveau dispositif, mais on aura l'occasion d'y revenir en parcourant le territoire ou à une autre occasion de cette réunion. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette CTG ou sur les précédents sujets qui ont été évoqués. C'est clair pour tout le monde?
En tout cas, si des questions ultérieures vous parvenez, n'hésitez pas à nous les transmettre, on y répondra avec plaisir. N'hésitez pas aussi à solliciter votre conseiller de territoire et comme convenu, hein, les documents vous seront adressés ainsi que la vidéo et de même le document qui indiquera quel est le conseiller de territoire qui est votre principal interlocuteur. Je profite de la fin de cette séquence pour remercier l'association des maires, hein, de cette invitation. J'espère que l'objectif a été rempli et que cette présentation vous a permis d'identifier les principaux éléments, hein, d'accompagnement de la CAF et je renouvelle mon propos, hein, qui est de dire que nous sommes à vos côtés pour construire vos projets que vous avez sur le territoire et donc n'hésitez surtout pas à nous solliciter pour ce faire. Je complète en remerciant évidemment l'Association des maires et de nous avoir permis de vous faire un petit exposé sur ce qu'est la CAF, mais aussi sur le volet enfance et jeunesse. Il y en a bien d'autres, vous l'avez vu, et on pourra se retrouver à ces occasions. Voilà, tout simplement. Donc, merci de votre écoute, de votre patience, et puis au plaisir de vous revoir sur vos territoires. Merci à vous. Merci, bonsoir. Bonne soirée, au revoir. Oui, bonne soirée. Au revoir, bonsoir tout le monde. Au revoir. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci, au revoir. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Bonne soirée.